Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une matinale spéciale avec Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Bon, vous avez vu, je vous ai pas reçu à la douche, je suis sympa. Ah oui, parce que d'habitude, Rachel, tu nous suis en matinale, on te voit très souvent dans les commentaires sur le chat et assez régulièrement, j'ai le petit message, je vous emmène avec moi à la douche. Nous n'allons pas aller à la douche ce matin, nous allons vous faire une matinale spéciale, nous allons vous parler des sorties qui vont avoir lieu chez Néoludis, puisque tu représentes le distributeur Néoludis. Voilà, tout à fait. Qui aurait peut-être aimé, s'il y a le patron dans le chat, que je mette le polo, mais le rose framboise ne me va pas très bien. Et c'est une expérience, c'est notre première matinale distributeur. On s'est dit qu'on allait tenter de faire ça, on allait tenter de vous guider sur les jeux qui vont sortir sur cette fin d'année, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, vous le savez, c'est la période centrale, c'est le moment où il y a plein de choses qui arrivent dans les boutiques. On n'est pas très loin de Noël, donc en plus, on a envie de découvrir ces jeux, on se demande ce qu'on va mettre sous le sapin, vous vous posez peut-être la question. Cette vidéo, elle est diffusée, elle est enregistrée en live sur Twitch, mais elle sera rediffusée sur YouTube. Donc on a la possibilité d'avoir les commentaires là ce matin. Vous allez pouvoir nous dire celui-ci, je vais me le prendre. N'hésitez pas à nous le dire parce qu'on les lira de temps en temps ces commentaires. Et puis derrière sur YouTube, tout le monde aura la possibilité de voir ces différents jeux et peut-être de se faire sa liste de Noël pour le Père Noël. C'est un peu la hotte aujourd'hui. On est en train de la remplir. Qui, la hotte, c'est moi ? Non, mais pas du tout, pas du tout. Alors, on va vous parler des jeux, on rentre dans le vif du sujet, des jeux qui vont sortir le 3 novembre, parce que nous sommes le 3 novembre, c'est aujourd'hui que nous enregistrons, et bon, il y en a quelques-uns, tu as fait une sélection, tu n'as pas tout pris. Oui, parce que en fait, le mois de novembre, il est exceptionnellement gros, parce qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a Noël qui arrive, il y a des jeux qui ont pris du retard, et donc comme le 3 novembre est déjà là, j'ai pris le jeu prioritaire pour qu'on puisse prendre un peu plus de temps sur les jeux qui arrivent. Et en plus, habituellement, chez Néoludis, on a un temps fort toutes les 2 semaines. On ne sort que des jeux toutes les 2 semaines. Mais il y en a tellement qu'au mois de novembre, on est obligé d'en sortir toutes les semaines. Voilà, donc là, il y en a pas mal qui sortent le 3 novembre. Regardez, j'ai fait un petit écran d'annonce des jeux qui vont sortir. Vous le voyez qui pointe le bout de son nez entre les feuilles d'automne qui s'amassent sur le sol. C'est beau. Le premier jeu dont on vous parle aujourd'hui, c'est Voidfall, un gros jeu qui est publié par Super Meeple, Nigel Buckle, David Turczi, et celui-ci, il était très très attendu, on en a beaucoup entendu parler, ça s'adresse plutôt aux gros joueurs, comme vous pouvez le constater, aux gros joueurs, ça veut rien dire, mais aux joueurs un peu experts, c'est une belle boîte Voidfall, c'est un jeu qui à l'origine a été publié par Mindcash Games, et les joueurs experts attendaient ce jeu avec impatience, c'est un 4X. C'est un 4X, sauf que la partie exploration est peut-être la partie la moins exploitée. Et donc, c'est un 4X, on exploite des ressources, on s'étend et on combat. Mais c'est surtout un jeu avec du combat spatial, mais avec des combats déterministes. Il y a 0 goutte de hasard. Donc, en fait, c'est un 4X un peu Eurogame. Moi, je prends toujours l'exemple quand je joue à... Mince, comment il s'appelle le gros jeu de combat dans l'espace qui n'est pas Twilight Imperium. Non, l'autre. Eclipse. Quand je joue à Eclipse, à un moment donné, il y a un système de combat avec l'once de hasard qui va bien et puis surtout un système d'acharnement qui fait qu'il y a quelqu'un qui me tombe sur la tronche et tout le monde me termine. Je n'ai plus aucun plaisir de jeu. Et bien dans Voidfall, effectivement, il faut s'y installer, il faut lire les différents livrets de règles, mais les systèmes de combat ne sont pas punitifs puisque je peux anticiper tout ce qui va s'y passer. Et on voit sur l'image, ce qu'il y a sur la table, c'est le jeu où les joueurs un peu experts prennent du plaisir aussi à installer le matériel. Alors attention, pour ces joueurs experts, ça c'est un argument qu'il faut dire aussi, il faut prévenir les spécialistes. Vous allez passer un certain temps à lire les règles. Prévoyez votre après-midi pour lire les règles avant la partie. Faut pas s'y mettre au moment où les gens s'installent autour de la table. Ça va être compliqué, mais ça fait partie du plaisir de ces joueurs-là qui préparent leur soirée à la manière du jeu de rôle. On n'est pas dans un jeu de rôle, mais c'est le même genre d'approche. Il faut prendre le temps. Ça va être un événement et le côté épique de la partie va se poursuivre après la partie. Ça va durer un petit moment, ça s'appelle Voidfall et c'est donc le jeu dont on vous parle sur cette sortie du 3 novembre. Il y en a d'autres, il y en a quelques autres qui arrivent en boutique, mais c'est le premier jeu dont on vous parle aujourd'hui. On regarde les commentaires en même temps, on passe directement au 10 novembre. Vous voyez que j'ai caché quelques autres jeux sous le feuillage de notre tome. Waouh, je suis obligé de regarder en même temps et je fais waouh. Alors, pas mal de sorties sur le 10 novembre. On commence par quoi ?
Je te suis. On peut commencer par Planet Unknown, qui est quand même un des jeux les plus attendus, qui s'est fait un petit peu désirer, qui a pris du retard et qui avait quand même marqué quand vous aviez fait l'événement des Sabliers d'Or. En fait, c'est donc un jeu très très attendu. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu ultra gratifiant, ultra satisfaisant. Quand on y joue une fois, on veut savoir tout ce que le jeu a à offrir. C'est un jeu qui, en apparence, est un jeu de polyomino. Sauf que on ne joue pas à un jeu de polyomino. On joue surtout avec Suzanne, ce truc qui tourne au milieu de la table, dans lequel un joueur actif choisit une tuile et impose un secteur à tous les autres joueurs pour prendre aussi une tuile. Une fois que vous avez posé votre tuile, dans lequel vous essayez de remplir votre planète de lignes et de colonnes, les couleurs de cette tuile vous permettent de grimper sur des pistes. Et moi, j'aime beaucoup dire que les pistes, ça ressemble à tréfuter. Sur chaque piste, il y a des bonus à gagner qui permettent de comboter dans tous les sens. Il y a des météorites qui arrivent sur la planète, qui annihilent vos lignes et vos colonnes, et que vous essayez d'annihiler. Mais, c'est ce que je vous dis, première partie, waouh, vous faites des choses, vous êtes content de vous-même, les combos, c'est toujours gratifiant. Mais vous savez que dans la boîte, vous avez tous joué avec la même planète et la même corporation, ce système de pistes-là. Et vous savez que dans la boîte, il y a 6 autres planètes, 6 autres corporations et tout autant de combinaisons différentes pour de futures parties à venir assez excellentes. Oui, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué également, celui-ci. On l'a découvert, nous, assez tôt dans l'année. On a enchaîné les parties. Je n'ai plus la boîte de ce jeu-ci. Et j'attends aussi, je fais partie de ceux qui attendent la sortie avec beaucoup d'impatience parce que c'est vraiment un jeu que j'adore. Et ouais, ça y est, il arrive. On a ce fameux plateau de fromage au milieu de la table que l'on va faire tourner. Il y a les deux aspects, en fait, que j'adore dans les jeux de société. Il y a à la fois le petit côté où on va faire notre sélection. Là, je peux en parler, donc j'en profite aussi parce que j'ai pas joué à tous les jeux dont on va vous parler aujourd'hui, mais celui-ci, je le connais particulièrement bien. Il y a la sélection des polyomino que l'on va placer avec ce petit côté un peu Tetris, mais pas très complexe en réalité, parce qu'on sait ce qu'on recherche. Et puis, il y a les calculs avec nos cartes objectifs. Il y a la compétition qu'on a aussi avec les autres joueurs sur des objectifs particuliers. C'est le genre de jeu qui arrive à réunir des joueurs un peu experts qui ont tous les calculs nécessaires dont ils ont absolument besoin, et puis d'autres joueurs qui sont plus casual, on va dire, qui jouent un peu moins régulièrement aux jeux de société, mais qui ne vont pas être perdus dans une explication de règles complexes. Et puis comme on joue en simultané, enfin, même un joueur, j'allais dire quelqu'un qui a vraiment pas des habitudes de jeu, je peux me libérer du temps pendant mon temps de jeu pour l'aider à lui rappeler des petits points de règles, alors qu'il y a des gros jeux de gestion. On parlait de Voidfall tout à l'heure. Pendant une partie de Voidfall, j'ai tellement à faire en termes de réflexion que et en fait, c'est ce qui s'est passé sur ma première partie. Si tu m'interromps pour me demander de te rappeler un point de règle, tu ruines complètement ma partie, alors que dans Planet Unknown, je peux me libérer du temps cérébral pour te réexpliquer les différents points sans problème. Voilà, on s'est attardé un tout petit peu sur celui-ci, mais il y a le plaisir qui fait aussi partie. On a besoin de temps en temps et on a des commentaires. On a Pierrot qui nous dit que c'est franchement très accessible pour tout le monde. Accessible et cool, dit-il. Je lirai de temps en temps vos commentaires. Chacun, vous n'hésitez pas à participer surtout, ça nous permet aussi d'avoir des retours. Justement, j'ai découvert, pardon, je suis désolé, je t'ai coupé. J'ai découvert hier que Origame, ça allait faire des événements en boutique où il va y avoir des planètes uniques à gagner si vous participez à ces événements-là. Et de mémoire, je crois qu'il y a 6 planètes différentes supplémentaires à rajouter dans votre boîte. Ah là, mais il va falloir que j'ai tout ça, moi. Je vais aller aux événements en boutique, voilà, c'est gagné, c'est malin. Allez, on enchaîne avec, alors tiens, une petite extension, Brasil Imperial Automato. Alors, il s'agit d'un jeu Brasil qui est sorti en 2021, si je ne me trompe pas, je vous mets la fiche de Brasil Imperial, le jeu de Zé Mendes, publié par Super Meeple, sorti en 2021. Et là, on a une particularité, parce que vous voyez que le jeu est jouable de 1 à 4 joueurs. Sur cette version Automato, c'est 1 à 3 joueurs. Alors, c'est un mode, c'est un automat pour pouvoir jouer tout seul avec quelqu'un qui te répond et qui te donne du répondant. Mais en fait, c'est comme dans Route avec l'automacha, tu peux le rajouter à tes parties multijoueurs pour augmenter l'interaction sur tes parties de Brasil, comme c'est un jeu où il y a un petit peu de la conquête, ou en tout cas je bombe le torse et je te fais un petit peu peur pour que tu t'en ailles. Et si on rajoutait un automa, on pourra avoir peur tous ensemble.
Et le jeu Donc, Brésil, lui, est toujours disponible, j'imagine. Oui, Avec la il est sortie. revenu en stock cette année, donc il est là. Voilà. C'est un jeu qui a aussi marqué. Il est arrivé, ce jeu-là, à un moment où on n'espérait plus le voir. Il est arrivé en version française. Bon, c'est l'occasion, pour ceux qui ne le connaissent pas, de redécouvrir avec cette nouvelle petite boîte que vous voyez ici, cette petite boîte Automato à 11€ en boutique, qui va vous permettre de jouer différemment à ce jeu publié par Super Meeple. Ma vie de renard, un jeu publié par Betula Jeux Nature. Je ne connaissais pas cette maison d'édition. Ah ben alors cette maison d'édition, c'est une maison d'édition qui fait déjà des livres pour informer sur la richesse de notre nature, etc. Et qui depuis peu fait des jeux. Son premier jeu, c'était Le Grand Voyage. T'as pas vu passer Le Grand Voyage? Je ne sais pas. Ça me dit rien là comme ça. Pardon. Hein. Ouais. Non, mais t'inquiète pas. T'as pas révisé avant de m'inviter. Le Grand Voyage, c'était un jeu de stop ou encore avec un système d'oiseaux. On avait chacun des oiseaux différents et on devait être le premier à réussir à notre migration. Mécaniquement, on pourrait le rapprocher de Celestia. Et c'est vraiment l'esprit de cette maison d'édition, c'est de te dire, je vais t'offrir une vraie mécanique de jeu, mais le jeu derrière va te raconter une histoire. Mais on va en revenir à Ma vie de renard. Ma vie de renard, c'est une course, il y a des tuiles face cachée. Ça me rappelle beaucoup Croix dans le principe, sauf qu'on n'est pas là pour se bouffer les uns les autres. On est des petits renardeaux, on sort de notre tanière et il va falloir qu'on soit le premier à trouver une tanière parce que les petits renardeaux, il en meurt beaucoup tous les ans. Et donc, c'est un jeu où on a un système de points d'action où on va pouvoir soit renifler pour voir ce qui se passe, commencer à regarder les tuiles, ou alors s'y déplacer un peu brutalement dessus. Mais alors, là, tu prends des risques, parce que soit les tuiles sont complètement bénéfiques, soit elles te font perdre des points d'action, des points de vie. Tu peux tomber sur des chasseurs ou des rapaces. Et si tu n'as pas les cœurs à dépenser, qui sont à la fois tes points de vie et tes points d'action, retour à la case départ pour gagner la course, ça risque d'être compliqué. Non, donc voilà, ça raconte... On a Arnaud qui nous dit que c'est un jeu de Charles Lec qui est à la tête de la maison d'édition en question. La maison d'édition Betula Jeux Nature et qui a une forte actualité en ce moment parce qu'on voit son nom chez d'autres éditeurs également. Il sort, c'est un auteur de jeux accompli, il sort des jeux un peu partout. Bien. Et oui, on voit beaucoup son nom en ce moment. On enchaîne avec Obsession, un jeu dont on a beaucoup entendu parler, notamment sur la chaîne de Pénélope qui était en ligne ce matin avec nous. Obsession, c'est un... Alors moi je le connais pas encore, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais forcément j'en ai entendu parler, j'ai envie de le découvrir également. Ça y est, il arrive en version française, il y a eu un financement participatif, c'est Super Meeple qui le publie, il arrive maintenant dans nos boutiques. Le jeu se lance avec 3 boîtes. Avec 3 boîtes, la boîte de base et 2 extensions, une plus petite avec une nouvelle famille et une sur laquelle je reviendrai. Obsession, c'est quoi? C'est l'univers de Downton Abbey ou les chroniques de Bridgerton, dans lequel on est une famille de l'aristocratie anglaise, plus Downton Abbey quand même. Et on va essayer de développer notre domaine. Pour développer notre domaine, il va falloir qu'on organise des événements mondains. Ah, trop bien. Organiser un événement mondain, en fait, c'est tout simple. On choisit une tuile de notre plateau et pour organiser cet événement, il va falloir avoir plusieurs choses. Il va falloir avoir le domestique nécessaire et il y a plusieurs couleurs de domestique. On pourrait associer ça à du placement d'ouvriers. Vous allez comprendre pourquoi. Et il va falloir avoir un système d'invités dans notre main ou des hommes, ou des femmes, ou de votre famille, ou différents types. Sauf que tout ça, une fois que vous avez organisé votre événement, vous retournez la tuile et vous gagnez différents avantages, de nouveaux invités qui seront intéressés par vos futurs événements, de l'argent pour acheter de nouveaux lieux pour faire de nouveaux événements, mais vos domestiques et les invités que vous avez utilisés pour cet événement-là, ils sont épuisés. Donc c'est pour ça que c'est très proche d'un système de placement d'ouvriers et vous essayez de faire ça au mieux. Le jeu se joue en 4 saisons, si je ne dis pas de bêtises. Et vous le savez, la mode, c'est très important au début de chaque saison. On tire une petite couleur de carte qui nous dit, cette fois-ci, il va falloir faire ce type d'événement-là. Ah, très bien. Ah, ben, c'est le moment de faire une partie de croquet, de badminton, puisque le sport est à la mode. Si vous aimez vraiment, moi, je suis une... Oui, je n'ai pas honte de dire que j'aime beaucoup Downton Abbey. On se raconte une histoire quand on joue au jeu.
Ah non, puis tu vois dans le sous-titre qu'il y a le côté orgueil et préjugés, moi ça me fait super envie parce que quand le thème change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir, là cette fois-ci vous n'aurez pas de nains, vous n'aurez pas d'elfes dans cette aventure-là que vous allez vivre ensemble. Alors il y a un mélange qui est un peu surprenant pour certains, peut-être en tout cas pour moi, entre un thème qui est surprenant, qui est inhabituel, et une mécanique qu'on a l'habitude de voir sur d'autres thématique, mais ça c'est ce qui en fait la fraîcheur également. Et donc on a directement 2 petites extensions qui paraissent en même temps, une toute petite. La toute petite, la longue, c'est une nouvelle famille, et la seconde, c'est de nouveaux types de domestiques. Alors normalement, à la manière d'un placement d'ouvrier, je veux organiser cet événement, il me faut le domestique rouge, il me faut le domestique violet. Là, on va avoir de nouveaux domestiques qui sont facultatifs, que je peux poser plus ou moins quand je veux et qui m'offrent différents avantages, et surtout l'opportunité avec 2 nouvelles familles de jouer jusqu'à 6. Et un mode par équipe que je l'ai pas encore essayé, mais je suis très fan des jeux un petit peu de stratégie dans lesquels on peut jouer par équipe, donc il me tarde d'essayer ça. On vous met toutes les informations à l'écran si vous voulez vous renseigner sur ces jeux-là. Vous avez les différentes informations. C'est présent sur votre site également. Sur ces extensions, on en a 2. Donc, il y en a une qui est à 35 € la plus grosse. La deuxième est à 19 €. Et le jeu principal, 77 €. Ça paraît donc... En ce moment, ça va être disponible. Il va falloir que je le découvre, celui-ci. Moi, je suis très curieux de le découvrir. Ça tombe bien. On a Super Meeple qui vient au chalet. Voilà. J'aurai peut-être l'occasion. Je ne sais pas si on aura le temps de jouer à tous les jeux qui sortent en ce moment parce qu'il y en a pas mal. Et je lis vos commentaires. Nous avons Pénélope qui est toujours présente, qui nous dit: le thème est hyper présent, il est original, les mécaniques sont rafraîchissantes. C'est pas du tout un placement d'ouvrier classique. Oui, c'est ça. C'est pas je place mon pion, mais par contre, ce pool de domestiques, ce pool d'ouvriers, il faut qu'il reste disponible, et donc il faut que j'optimise tout ça. On a Fiona Pou qui nous dit: Obsession est absolument génial. Il y a des gens qui se renseignent en demandant est-ce que les extensions sont indispensables. Je vois des listes de Noël qui sont en train de se préparer. Tellement bien, Obsession, nous dit Ina. Merci pour ces commentaires. Obsession, c'est mon jeu chouchou. C'est encore Pénélope, bah oui. Voilà. Ça, c'est puis pour les gens, vous pouvez le tester sur BGA. Oui. Et avec le tutoriel, c'est tellement facile à prendre en main que ça vous permet de vous faire un avis très rapide. Et c'est le cas aussi de Planet Unknown, puisqu'il vient d'arriver en version bêta sur Board Game Arena, donc vous avez peut-être vous avez la possibilité de le découvrir également et de vous faire un premier avis, une première opinion sur ce jeu-là. Nous avons Toutou Détective 2. Ah, la deuxième aventure de... Peut-être vous ne connaissiez pas Toutou Détective, qui est publié par Inis Éditions, un jeu de Stefano Tartarotti. Voilà, la première couverture de la première aventure de Toutou Détective. Alors, c'est une aventure dont on est le héros. Le héros, c'est toi, c'est marqué sur la couverture du jeu. Non, c'est pas moi, c'est Lucie. Ça datait de 2021, le premier. Oui. Le second, il arrive maintenant, le 10 novembre. De quoi s'agit-il ? Alors, comme tu le dis, une BD dont tu es le héros. Et vous allez me dire, pourquoi faire ça ? En fait, on en avait déjà parlé à l'époque du passe-temps, du premier tome. Tu sais, comme dans certains dessins animés où le dessin animé est à double lecture, il parle à la fois aux enfants et aux adultes. C'est exactement ça qui se passe dans Toutou Détective. On vit des aventures un peu loufoques, il faut le dire, mais dans lequel il y a un humour à double lecture. Et on se marre vraiment toute la partie. Et donc, j'étais ravi de voir qu'il y avait le second qui arrivait. Et pour l'anecdote, Lucie, celle dont on suit les aventures un peu nawak, c'est le véritable nom de la chienne de l'auteur et illustrateur. Voilà, alors je ne le connaissais pas du tout, c'est l'occasion de découvrir. Ça s'appelle, le sous-titre, c'est Disparition au clair de lune. Une bande dessinée, c'est toujours une bonne chose. Quand il y a des bandes dessinées, il faut lire des bandes dessinées. Lisez-en, c'est bon pour le moral. C'est donc pour un joueur et plus. Je vous ai pas marqué l'indication de temps parce que ça, forcément, on n'est pas obligé de le faire en une seule partie. C'est difficile d'évaluer le temps de ce genre de produit. Oui. Et pour l'anecdote, Toutou Détective, justement, quand le 2 est arrivé chez moi, mon chéri qui me demandait pourquoi j'entraînais ce genre de BD au lit, je lui ai fait lire le premier. Ça faisait même pas 5 minutes qu'il lisait que je l'entendais rigoler comme ça. Donc voilà, c'est vraiment à double lecture, donc pour tout le monde, quoi. Vagrant Song, ça c'est un jeu qu'on a présenté sur notre chaîne, il est disponible en vidéo si vous voulez vous faire une bonne idée de comment ce jeu fonctionne, et du coup je le connais bien, je vais pouvoir vous en parler celui-ci. Un jeu de train.
Mais pas du tout une mécanique de jeu de train, ça n'a strictement rien à voir. C'est un train qui est habité par des revenants qui vont se déplacer de wagon en wagon et dont votre but, ça sera de les libérer. Vous allez jouer de manière coopérative dans ce jeu-là. Vous allez vous déplacer, des actions qui sont relativement simples à réaliser, toujours dans le but d'essayer d'interagir sur le plateau pour pouvoir redonner de l'humanité à nos fantômes qui se promènent avec... Alors ça, c'est très important. Vous le voyez sur l'image qui est présente ici. Vous avez 2 livrets à l'intérieur. Le livret de règles, indispensable, le livret de règles évidemment, mais également le livret de scénario, parce que vous allez vivre des aventures différentes avec des mécaniques qui vont changer un petit peu à chaque fois. Tu recherches derrière toi si tu le trouves? Non, il y avait une alarme d'un téléphone qui sonnait juste à côté, donc je suis allé l'éteindre. Voilà pour... T'as fait combien de scénarios de Vagrant Song? Moi, j'en ai fait 6. Je sais pas combien t'en as fait. Non, nous, on s'est vraiment concentré sur le premier pour la vidéo, et après, c'est en off. Derrière, on va jouer au jeu, mais on n'a pas continué à le faire au-delà. Donc, moi, je suis pas du tout au stade où je vais vous donner mon avis personnel pour l'instant, parce que forcément, dans ce genre de jeu, il faut creuser un peu, il faut regarder le renouvellement, tout ce qui se passe derrière. On le fera, et on vous en reparlera dans d'autres formats. T'en as fait 6 déjà. Et il y en a combien dedans, tu te rappelles? Il y en a environ une vingtaine. Une vingtaine. Et alors, ce qui est très marquant aussi sur ce jeu-là, il faut insister dessus, et vous le voyez, si vous allez voir notre vidéo sur la chaîne, ce sont les figurines sur notre chaîne, j'ai dit plexiglas, c'est pas du tout du plexiglas, c'est de l'acrylique, évidemment, j'ai dit n'importe quoi, j'avais envie de dire plexiglas. Et donc c'est des figurines en acrylique qui sont quand même assez chouettes et ça change des figurines moulées qu'on a l'habitude de voir et qu'on va peindre. Là, ici, on a un matériel qui est complètement différent, mais du coup, le plaisir de jeu est différent également. Ça correspond bien à l'esprit fantôme parce qu'elles sont un peu transparentes, on voit à travers. J'ai trouvé ça assez astucieux. Ben moi par exemple, je suis d'accord, des figurines c'est magnifique, mais c'est magnifique une fois que c'est peint. Et alors, je trouve que c'est le très bon compromis entre les standees en carton et les figurines que moi, personnellement, je ne peindrai jamais. Donc, j'étais contente de pouvoir faire plein de plans et des photos avec. On va faire une toute petite pause, on va vous diffuser une compilation des vidéos qu'on a diffusées sur la chaîne que vous avez pu découvrir. C'est aussi l'occasion, nous, de respirer un peu avant de reprendre notre souffle, avant d'entamer cette suite du mois de novembre, et puis de vous remettre un peu de l'ambiance de ce qui se passe au chalet, parce que il s'en passe des choses au chalet. C'est parti.
suis depuis peu. On est de retour en live. De votre... Pardon. Oui, quand je te dis qu'on entend tout ce que tu dis à partir de maintenant, c'est vraiment qu'on entend tout ce que tu dis. Mais regarde le gentil commentaire que quelqu'un vient de te laisser. Je vous suis depuis peu, je suis en admiration devant votre boulot de prod, bravo. Ah oui, on passe beaucoup de temps, vous savez qu'on est très attaché à avoir une qualité d'image, une qualité de son. On pourrait en faire moins, on pourrait en faire beaucoup moins et on gagnerait pas moins d'argent en fait en réalité, mais le plaisir de diffuser des choses qui sont agréables à regarder, c'est important pour moi, donc voilà, ça c'était juste la petite pause pour pouvoir respirer pendant 3 minutes. Nous, quand on fait nos lives, on a besoin de le faire, on a besoin de respirer, mais pour faire cette petite pause de 3 minutes, je passe facilement 2 heures de montage, de sélection des images. C'était un échantillon de ce qui s'est passé au chalet, des parties que l'on a faites depuis mars, puisque vous avez vu un extrait notamment du Sablier d'Or, on vous avait présenté Planet Unknown, mais jusqu'à aujourd'hui avec Vagrant Song, vous avez vu des extraits, on avait tourné cette vidéo avec tous les gens qui sont passés au chalet sur cette période. On a eu beaucoup de plaisir à le faire et c'est super agréable pour moi aussi de refaire ces montages derrière, ça me fait plaisir en réalité de vous montrer ces extraits. On le fait trop peu souvent en réalité. On passe au 17 novembre, quelques jeux dont on va vous parler, et on va commencer par À la recherche des espèces disparues. Alors celui-ci, moi, il me fait de l'œil, je dois le dire. Un jeu de Matthew O'Malley et Ben Recette, c'est publié par Ori Games. Il me fait de l'œil, pourquoi? Je ne connais pas du tout À la recherche des espèces disparues, mais par contre, je connais très très bien À la recherche de la planète X, qui est un jeu auquel on a beaucoup joué au chalet, un jeu de déduction, un petit casse-tête logique, avec une application. D'ailleurs, on a une petite application sur téléphone. On va essayer de trouver une planète du système solaire en observant, en regardant, en croisant des informations. C'est très efficace, ce jeu-là. Il m'a beaucoup plu. Oui. Et là, c'est quoi? C'est la suite, d'une certaine manière? Alors, c'est marrant que tu disais ça, parce que moi, j'aime beaucoup la série, j'aime beaucoup Cryptid, qui est un jeu de déduction sans application. Et à la recherche de la planète X, il me manquait quelque chose que j'ai pu, une fois que tu le vois dans la recherche des espèces disparues, je me suis dit, voilà, c'est ça qui me manquait. Parce que dans la recherche de la planète X, quand tu croises tes informations, tu es en train de jouer sur un plateau, mais tu es d'accord avec moi que ce plateau, il ne sert pas à grand-chose en dehors de dire c'est moi qui suis le plus bas de la piste et c'est à mon tour de jouer. Dans la recherche des espèces disparues, le plateau va te donner un sentiment d'exploration. Il va falloir trouver, de la même manière que tu essaies de trouver sur quel secteur se cachait la planète. Là, tu vas essayer de trouver sur quelle case du plateau se cache l'espèce disparue. Et donc, tes actions vont te permettre de te déplacer physiquement sur le plateau. Dans les actions, il va y avoir une action où tu te balades à pied, donc à l'intérieur des terres, et une action qui va te permettre de te balader sur les zones côtières, puisque tu es en train de te balader en bateau. Ça y est, j'allais pas y arriver. Donc, tu vois, ça rajoute cette spatialisation qui, pour moi, manquait à la recherche de la planète X. Et donc, un peu d'immersion, entre guillemets. Dans la recherche de la planète X, elle avait qu'une règle dans ce jeu de déduction. La recherche des espèces disparues, tu as 6 espèces différentes et chacune a ses propres règles. Donc, tu vois, ça rajoute un cran au-dessus. Alors, je cache pas que je suis un peu mauvaise encore pour le moment. Sur 3 parties, il y en a 2 que j'ai foirées en allant un petit peu trop vite dans les informations. Et il y a des éléments de déduction logique qui sont rigolos. Il y a les loris qui sont des oiseaux qui sont toujours dans une zone de 4 qui est représentée par un gabarit. Tu sais que la tuile a fait une forme de diamant et tu vas essayer de le représenter comme ça sur ta petite fiche de déduction. Si tu as aimé À la recherche de la planète X, c'est sûr que tu vas adorer À la recherche des espèces disparues. Le problème, c'est que j'ai adoré À la recherche de la planète X, donc du coup, il va se passer quoi? Ça va être encore au-dessus. J'ai super hâte de le découvrir. Moi aussi, je fais ma petite liste de Noël, j'ai pas pris de crayon, mais celui-ci, très clairement, il n'est pas question qu'on ne l'ait pas au chalet. Voilà, c'est un jeu que j'attends avec beaucoup d'impatience. Alors, le fait que ça soit difficile pour toi pour l'instant, que tu dis que t'as pas encore réussi comme tu le souhaiterais, c'est aussi un moteur en fait. On n'a pas envie de réussir trop vite ce genre de jeu. C'est une compétition entre les joueurs autour de la table, donc il y a toujours un vainqueur, mais quand même malgré tout, se dire on va peut-être pouvoir faire mieux à la prochaine partie, ça y est, j'ai compris, je veux y arriver, ça fait partie. En tout cas, moi, c'est ce qui me motive dans ce genre de jeu. Oui, moi j'aime en fait, j'aime énormément la frustration dans un jeu où le jeu me dit tu peux y arriver, mais pas cette fois-ci. Recommence, joue encore. Ça me rappelle ma dictée magique quand j'étais petite. Joue encore. Ah, d'accord. J'attends beaucoup des espèces disparues, nous dit Cestério. Ça fait suer, nous dit Dring. Je pensais avoir bloqué ma liste de Noël. Voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'éditeur, pour le distributeur.
C'est un jeu dont on va reparler, ça forcément. On continue avec Age of Innovation, un jeu... alors, je vais essayer de prononcer le nom de l'auteur, Edge Ostertag. Ouais. Elg, moi j'aurais dit, mais je sais pas trop. Oui, peut-être. C'est publié par Super Meeple et c'est une. Alors, ce jeu, j'y ai pas joué, moi, celui-ci encore. Je l'ai vu jouer sur par exemple, la chaîne de Pénélope. On a vu des parties se faire de ce jeu. J'ai regardé un bout du replay. C'est un jeu qui évoque Terra Mystica. Ben, ça ne fait pas qu'évoquer. C'est Terra Mystica avec des éléments de jeu en plus. Et ça me fait sourire parce que Terra Mystica est un jeu très très réputé. Et cette année, Terra Mystica connaît une grosse actualité avec Terra Nova qui est Terra Mystica très très allégé. Et je pense que si on lançait le sujet, ça pourrait débattre dans le chat de est-ce qu'il y avait vraiment besoin. Moi, je suis team oui. Et Age of Innovation, ça va rajouter des choses sur le plateau. Et donc... ça va augmenter surtout la symétrie et la prise de décision en début de partie de quel peuple je choisis avec quels éléments. Quand je fabrique mon palais, quel pouvoir je récupère. Voilà, une asymétrie augmentée. Vous connaissez pas Terra Mystica, Age of Innovation, ça sera forcément aussi bien que Terra Mystica parce que oui, j'ai pas joué moi, contrairement à Pénélope. Non, j'ai pas encore joué. Mais il me tarde parce que je suis une grande fan de Terra Mystica. Voilà, moi c'est pareil, Terra Mystica je le connais par cœur, on y a beaucoup joué avec tous ces peuples et puis son extension qui était sortie derrière avec de nouveaux peuples qui se rajoutaient, fallait tous les tester forcément. C'est le jeu dans lequel on se pose des questions des fois sur l'équilibrage, on se demande est-ce que vraiment les peuples sont équilibrés. Il faut qu'on teste ça, il faut qu'on le vérifie et du coup on fait 40 parties pour vérifier dans toutes les configurations. Il y a un plaisir de jeu, une réflexion puisque là je vous montre le plateau individuel. Vous allez avoir les petites pistes ici où on déplace nos jauges, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais de petits éléments qui permettent justement de déclencher des actions. Vous allez pouvoir terraformer les différentes zones du plateau central et toutes ces réflexions-là, elles sont quand même assez simples à comprendre à la base, mais très complexes à mettre pour faire tourner l'engrenage. Il faut bien réfléchir. On a plusieurs versions de ce jeu-là, maintenant, entre Terra Nova et Age of Innovation, et en fonction du type de joueur que vous êtes, c'est pas si simple, hein, Terra Nova, attention, c'est pas du tout un jeu familial pour autant, ça reste quand même assez complexe. Les règles, en fait, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour Terra Nova, où je trouve que c'est ce genre de jeu qui peut être comment ça s'appelle, un escalier, une marche, pour amener des joueurs à se disant, j'ai compris les règles, je me suis fait rouler dessus sur la première partie parce que j'ai pas su aller chercher les points là où ils sont, j'ai pas suivi le tempo des manches, etc. On se rend compte que c'est un jeu exigeant, mais avec des règles simples. Et ça peut être ce genre de jeu qui amène des joueurs qui pensent ne pas aimer jouer, ça leur titille leur intelligence pour aller leur dire « Ok, mon cerveau, il fonctionne bien, je vais aller voir quel genre d'autres jeux auxquels je peux aller jouer. » quoi. Non, moi, Terra Nova, bijou. On enchaîne avec Ark Nova, une extension pour Ark Nova, forcément elle est hyper attendue. Cette première extension pour le jeu qui a remporté pas mal de succès, qui a remporté l'As d'Or Expert cette année. On part sous la mer cette fois-ci. C'est ça, c'est donc une extension qui va rapporter des mondes marins et donc, si vous connaissez le jeu de base, un nouveau type d'enclos qui est les aquariums avec de taille. Mais ça va ramener... je sais pas laquelle chose me titille le plus. Si, ça va amener des cartes actions alternatives. Vous savez, ces cartes actions que vous faites coulisser, j'en choisis une, je la passe en zone 1, maintenant elle n'est plus aussi puissante. Il y a tout plein de cartes actions alternatives avec des micro-différences. Et ces cartes actions alternatives, il va falloir se les drafter en début de partie. Donc pour moi, ça augmente l'asymétrie dès le début de la partie. Et donc ces cartes actions, comme les autres, elles sont recto et verso. Et les nouveaux animaux, qui sont donc des animaux marins, vous allez retrouver dessus deux types d'effets. Vous allez retrouver un système de vagues, où dès qu'elle apparaît dans la rivière de cartes, sans mauvais jeu de mots, ça force la première carte de la rivière à s'en aller. Donc la rivière de cartes va s'écouler beaucoup, beaucoup plus vite. Et ensuite, un effet dit du corallien, donc il y aura un petit corail. Quand vous posez un animal corallien, vous faites l'effet qui est marqué dessus. Mais si vous reposez un animal corallien durant la partie, vous réactivez tous les effets de vos coralliens. Donc, ça peut faire quelques combos qui dépotent.
Mathias Vig, c'est publié par Super Meeple, toujours, Monde Marin, donc c'est l'extension, je vérifie le nom, oui c'est ça, Monde Marin, j'ai oublié de le mettre sur la fiche, c'est l'extension Dark Nova, forcément, il y a beaucoup de joueurs qui l'attendent avec impatience, hop, une ligne de plus sur la liste de Noël des jeux qu'il faut absolument avoir chez soi. On change complètement de catégorie. On passe maintenant à Shipatsu et c'est pas Shipatsu pardon et c'est pas une traduction comme certains jeux où on se dit ah bah tiens le nom n'est pas heureux parce que ça nous évoque des choses. Non, le nom il est bien français en réalité. Si on regarde le matériel du jeu, si on regarde le dos de la boîte, on voit quelques rouleaux de papier toilette sur ce jeu que je ne connais pas encore, mais ça éveille ma curiosité. T'es ouf, on l'a joué ensemble. Si, on l'a joué à Paris, tu as raison, on y a joué ensemble, complètement. Mais si, je le connais du coup. On y a joué ensemble. Donc, Shipatsu, c'est quoi? C'est une technique ancestrale pour contrôler ses sphincters. Non, c'est un nom de jeu très drôle trouvé par Ori Games, parce que la boîte de base ne ressemblait pas du tout à ça. Et il aurait fallu le traduire à l'appel de la nature, avec un personnage qui courait pour aller aux toilettes. Puisque c'est un jeu, allez, on va dire, de survie, dans lequel on essaye d'éliminer un joueur qui a une pioche de points de vie devant lui, qui représente son envie, son besoin pressant d'aller aux toilettes parce que ses sphincters sont en train de le lâcher. Et comment ça va se jouer? On va jouer des cartes de notre main qui vont faire augmenter la somme présente au centre de la carte. Je joue un plus 10, je rajoute, ça fait donc 23. Tu rajoutes un plus 5, ça fait 28, etc. Et en fait, il y a des seuils à ne pas dépasser. Et quand un joueur atteint ou dépasse ces seuils-là, il va perdre d'abord un point de vie, puis 2 points de vie, puis 3 points de vie. En fait, ce qui fait que le jeu qui est juste, si je vous le présente comme ça, vous allez vous dire oui, c'est déjà vu 1000 fois et 100 fois. Et c'est marrant parce que tu te rappelles pas de cette partie. Parce en fait, que pour moi, c'est une partie étalon. Je me demande si j'ai joué parce que je me rappelle pas du tout. Là, je suis en train de t'écouter et il y a Aline dans les commentaires qui dit c'est moi qui ai joué. C'est toi qui as joué. Ah voilà, je suis rassuré quand même parce que là clairement, je me suis en train de me dire mais c'est pas possible, j'ai aucun souvenir de cette partie alors que le thème a l'air quand même assez fantastique. On a un commentaire de Pénélope que je lis tout de suite. Elle nous dit que Shipatsu m'a étonnamment pas déplu. Tu voyez, là, vous avez une validation extrême. Non, mais parce que cette partie, pour moi, c'était une partie étalon. En fait, quand tu joues, c'est un jeu de cartes, j'allais dire, avec des effets de cartes déjà vus et revus. Et pourtant, c'est l'humour potache qu'il faut vivre pour comprendre. Oui. Et cette partie-là, pour moi, est une partie étalon. Quand Simon de chez Ori Games lance la partie, je te connaissais pas encore suffisamment, je me dis mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va tirer la tête et tout ça. Et tu étais dans les jeux de mots. On y avait joué après avoir joué sur le jeu sur le cinéma. Ah oui. T'en avais sorti des bien potaches, des blagues. Ah oui, non mais moi vraiment on se connaissait pas beaucoup parce que je suis le premier sur les jeux de mots et sur l'ambiance autour de la table. c'est pas moi qui vais tirer la tronche sur ce genre de partie. Je suis pas un joueur si sérieux que ça. J'aime bien m'amuser également. Ouais, mais je le savais pas. Ah ben maintenant tu le sais. Donc voilà. Shipatsu. On enchaîne avec alors c'est pas celui-ci. Tiens, j'ai bien fait de changer d'écran parce que j'avais montré la mauvaise vignette. On enchaîne avec Goldblivion ou Goldblivion, je sais pas comment on le prononce, un jeu de Jean-François Gauthier il faut pas confondre avec tu me le disais justement avec Goblivion. Avec Goblivion, on peut faire une petite aparté pour dire qu'il revient, Goblivion, voilà. Avec des rois et des personnages supplémentaires à cette occasion-là. Et Goblivion, alors Goblivion, c'était un jeu de deck building en mode tower defense. Goblivion, c'est un double deck building. Vous allez avoir 2 paquets de cartes. Et donc déjà, normalement, je suis censé être en train de vous vendre du rêve. C'est un jeu de deck building dans lequel on va piocher notre main de cartes. Et déjà, première particularité, le jeu s'épure par lui-même, puisque sur cette main de cartes, il y a une carte que je dois sortir et que je mets sous mon plateau, mais qui augmente une production de ressources. Et à partir de ce point-là, je vais pouvoir faire 2 actions. Et dans ces 2 actions, je vais pouvoir acheter de nouvelles cartes. Malheureusement, c'est bien une action. Et pouvoir combattre sur le plateau. Et combattre sur le plateau, il y a un système où il y a des tuiles. Je ne sais pas si on les voit un petit peu. Et pour combattre, je vais pouvoir aller piocher dans mon paquet de combat. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un double deck building. Quand j'achète une carte, c'est soit une carte que je mets dans ma zone de production, soit une carte que je mets dans ma zone de combat. C'est très facile et c'est surtout assez plaisant d'arriver à essayer de contrôler ces 2 paquets de cartes en même temps.
Voilà, celui-ci je ne connais pas, vous voyez, je m'attarde un petit peu moins dessus. C'est l'occasion de découvrir des jeux également, et c'est très intéressant d'avoir ces matinales, ces échanges en tout cas, pour discuter de tout ce qui arrive dans les boutiques. On est toujours curieux d'avoir des informations avant, ça permet d'éviter de passer à côté de tous ces jeux qui sortent. Je ne connais pas non plus Tiny, boîte d'initiation, c'est la 3e boîte d'initiation, La Guerre des Doudous, un jeu qui est signé Frédéric Dorn et Jean Federbe, c'est JDR Édition, on l'a compris, c'est du jeu de rôle. C'est du jeu de rôle, donc Tiny, si vous connaissez Histoire de peluche. Oui, Tiny, c'est mieux dit que moi, hein. Tiny, j'ai dit. T'as dit Tiny, tu vois, je Oui, t'ai même pas repris, bah... moi je suis sympa. Donc si vous connaissez l'univers d'Histoire de peluche, on pourrait dire Toy Story aussi quelque part, c'est des peluches qui défendent l'humain qui les accueille. Et donc c'est une boîte d'initiation complètement indépendante des autres, et à chaque fois, chaque boîte d'initiation permet de découvrir le jeu sans s'encombrer de il me faut le livre de scénario, il me faut le livre de ceci, il me faut le livre de cela. Bref, une boîte d'initiation dans l'univers du jeu de rôle. Mais à chaque boîte d'initiation, le personnage principal, l'enfant principal, grandit, et cette fois-ci, nos peluches vont devoir résoudre les disputes que le petit frère a avec sa grande sœur, avec donc une guerre des doudous, une guerre entre les différentes peluches de la partie. On a dans notre catalogue, on a un premier jeu de rôle pour les enfants à partir de 3 ans, et ce serait, on va dire, la suite logique, c'est marqué à partir de 10 ans, mais marqué à partir de 10 ans pour des enfants en pleine autonomie. Vous pouvez facilement faire vous jouer vos enfants de 7-8 ans. Et c'est la fin des sorties du 17 novembre. On va vieillir d'une semaine directement pour regarder ce qui va arriver la semaine qui suit, et savoir s'il faut vous garder un petit peu d'argent pour la suite des sorties, pour les jeux qui vont arriver juste derrière en boutique. Et il y a encore un joli programme qui continue, notamment avec un nouveau jeu de François Bachelard. Je vous mets quand même ma petite annonce, les sorties du 24 novembre. Je me suis embêté à faire ces visuels, il faut que je les mette. Hein. C'est comme Pénélope, je dis jingle. Alors c'est un jingle écran. Fixe. Peut-être qu'à plus tard on fera des jingles qui bougent avec du son. A Long History, donc c'est le nouveau jeu de François Bachelard qui sort chez Nostromo Édition. On a fait une vidéo, on vous diffusera une vidéo sur notre chaîne également de ce jeu de civilisation qui se joue avec des cartes. Pour des parties assez ramassées, mais qu'on peut enchaîner. C'est ça. Donc, c'est un jeu de civilisation. Et qui dit souvent jeu de civilisation dit 3 âges dans la boîte. Et une des particularités de ce jeu, c'est que vous pouvez jouer un seul âge. Vous pouvez décider, moi, je joue que la préhistoire. Ou au contraire, on est motivé, on a toute l'après-midi devant nous et il pleut dehors. On peut enchaîner les 3 âges avec des petits bénéfices d'une partie d'un âge à un autre. En fait... Quand on dit jeu de civilisation, en général, ça veut tout et rien dire. Pour moi, un jeu de civilisation en est un à partir du moment... Désolé, la voix qui s'en va. À partir du moment où il en utilise les codes. Ici, les codes vont être les âges, les cartes, donc comme ça se joue à base de cartes, les cartes qui vont avoir des effets les uns avec les autres. Si j'ai l'homme de Néandertal dans ma zone de construction, je vais pouvoir avoir une gratuité sur la grotte de Lascaux. Des sensations de jeu comme ça. Et puis le plateau central, qui n'est pas un arbre technologique, mais qui pour moi en utilise les codes, qui est un plateau d'accomplissement, des objectifs à réaliser pour avancer au fur et à mesure dessus, dire j'ai 2 personnalités, je ramasse ce jeton-là, j'ai réussi à faire ceci, je ramasse ce jeton-là, et de l'interaction. Parce qu'un jeu de François Bachelard sans interaction n'est pas un jeu de François Bachelard. Il y a, en fait, pour récupérer les cartes et les mettre dans votre zone de civilisation, il y a un système de Yams où j'essaye d'avoir les ressources nécessaires sur mes cartes ou de comboter avec mes cartes-là. Mais il y a une phase de dé sur le dé rouge qui permet de guerroyer. Et guerroyer, c'est essayer d'avoir la meilleure population pour arriver à se piquer des jetons d'accomplissement en fonction de la différence entre les deux. Donc, c'est vraiment très chouette. Ouais. Tu as joué depuis la vidéo? Oui, moi j'y ai joué et c'est assez court en réalité. On n'a pas besoin d'y passer toute l'après-midi. Une partie, c'est vraiment très rapide, surtout si vous jouez assez peu nombreux. Vous faites rapidement vos objectifs, vous avancez, donc vous pouvez enchaîner. Effectivement, les 3 âges de ce jeu-là, les parties sont rapides, dynamiques et c'est le premier jeu que vous distribuez, je crois, de Nostromo Édition. Tout à fait. Et il y aura Orc versus Orcs début d'année prochaine.
Parce que c'est un éditeur qui était distribué auparavant par un autre distributeur et donc les précédents jeux sont distribués par le distributeur précédent. Et là, vous commencez dans l'aventure avec François Blachard autour de ce jeu-là. On enchaîne avec Arakan Wars, Ombre dansante. Donc là, c'est une extension pour ce jeu de cartes. C'est une extension, donc Arakan Wars en mode très rapide. C'est un jeu d'affrontement à base de cartes avec une notion de tactique, puisque nos cartes sont placées sur un plateau et leur position en fonction des adjacences, de comment je vais réussir à les déplacer pour éliminer mon adversaire est importante. Et là, c'est une extension qui permet de deckbuilder nos factions de base, puisqu'il y en a 4, de 4 couleurs différentes. Mais pour vous donner un ordre d'idée, il faudrait que j'ai mes notes. Mais dans la boîte de base, chaque faction a 19 cartes, et cette extension permet de rajouter 13 cartes par faction. Donc, quasiment la totalité du jeu de base. Donc, c'est si vous voulez personnaliser vos factions, c'est une extension pour deckbuilder avant la partie votre faction. C'est un jeu qui est sorti assez récemment, hein. Je vois septembre la sortie de la boîte de base. Et donc, c'est ça, et c'est la 3e extension depuis. Voilà, c'est dynamique, il y a pas mal de titres qui sortent sur ce jeu-là en particulier. Si vous ne le connaissez pas encore, il est suivi par l'éditeur. C'est une information qui est très importante aussi pour ceux qui se passionnent, qui se lancent dans des jeux de cartes de ce type-là. En tout cas, on a envie de savoir que l'éditeur va suivre. Alors là, l'annonce du jeu suivant, je sais qu'il y a des fans de ce jeu sur le chat qui l'aiment tout particulièrement, La Famiglia. C'est La Famiglia, il faut dire, je crois qu'on ne prononce pas le G. On ne prononce pas le G en Italie. Un jeu de Maximilian Maria Thiel, c'est publié par Super Meeple et ce jeu-là est très particulier. Il est passionnant pour pas mal de monde puisqu'il concerne, il se joue à 4 joueurs uniquement. Il se joue uniquement à 4 joueurs. Il se joue uniquement à 4 joueurs et 2 équipes de 2 qui s'affrontent. On est la mafia... j'allais pas y arriver. On est la mafia sicilienne et le but du jeu pour gagner, c'est de contrôler un certain nombre de régions. Parce qu'il y a un vocabulaire spécifique, mais je l'ai oublié. Et c'est marrant parce que c'est un jeu de gestion avant tout, parce que quand on dit on va être de la mafia, on va être en équipe, on imagine déjà des choses. C'est un gros jeu de gestion avec un système de programmation où je place mes disques sur une colonne qui va coulisser dans la zone du bas. C'est surtout au moment des combats un gros ascenseur émotionnel parce que vous pouvez choisir de résoudre vos combats une fois qu'on les révèle, soit à l'ancienne, à la dure, mais les pertes vont être très sèches, ou alors vous pouvez choisir d'engager un combat à base de 3 cartes. Oui, un combat à base de 3 cartes. Ou si vous avez déjà joué à Arg chez Blue Cocker, c'est je choisis une carte et je te la donne et tu choisis si tu la prends. Si tu la prends, c'est toi qui profiteras des bénéfices ou des désavantages, ou si tu me la rends et à ce moment-là, c'est retour à l'envoyeur. Mais si ça se trouve, c'est quelque chose de très avantageux et tu vas faire exactement la même. Et là, vous c'est secret. Mais... C'est con. Oui. Ah là, tu me fais envie parce que c'est le genre de mécanique que moi j'adore. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer, La Famiglia. J'en ai beaucoup entendu parler en bien. On a Pénélope qui nous dit sur le chat, il y a tellement de beaux gros jeux qui sortent en ce moment. C'est un bijou. Tant d'émotions autour de la table. Ça me fait envie. Oui. Et puis, les 2 choses que j'adore dans le jeu, c'est ce combat où tu te demandes vraiment la première fois, quand on te l'explique, qu'est-ce que ça vient faire dans un jeu de gestion. Et pourtant, ça fait vivre des émotions. Et vivre des émotions dans un jeu, c'est important. Ah oui. Et l'autre moment qui est très chouette, c'est qu'on a le plateau, on a un mini-modèle du jeu sur une carte qu'on va partager avec son partenaire pour lui montrer des choses en discret. La première partie que je fais de La Famiglia, je le fais contre le patron de Feuerland et j'essayais d'analyser d'où il posait son doigt sur la carte. Et au bout d'un moment, je l'ai tellement agacé qu'il a pris sa map, il l'a retournée à l'envers et du coup, j'y comprenais plus rien. Mais La Famiglia, c'est ça, quoi. Je m'imagine très très bien Rachel se concentrer davantage sur ce qui se passe justement derrière le paravent que au centre de la table. Les âmes seules, on enchaîne avec... alors là, on a 2 petites boîtes qui sortent, petites pas forcément d'ailleurs, c'est chez un éditeur des Architectura. Je ne savais pas que c'était vous qui le diffusiez, cet éditeur-là, mais il y a quelques produits, moi, qui attirent l'œil. On en a parlé récemment parce qu'ils ils ont lancé au début du mois dernier un Kickstarter qui était pas du tout un Kickstarter. Un Ulule sur un jeu, sur un livre dont on a parlé nous sur nos chaînes qui m'avait vraiment attiré l'œil. C'était également illustré par Guillaume Tavernier, comme c'est le cas des âmes seules, comme c'est le cas également des veilleurs. On va parler de ces 2 boîtes là.
Oui, tout à fait. Alors, c'est moi qui étais Milord, on parle d'abord des Veilleurs, qui est un livre dont tu es le héros, dans lequel tu vas te balader et essayer dans un certain nombre de temps d'arriver à résoudre une situation. En fait, on est dans un monde imaginaire, on est toujours dans l'univers d'Austérion. Et déjà, en début de partie, on a choisi, il y a des tremblements sismiques, on a choisi un des deux gros camps de cette lore, de cet univers-là, où on veut ouvrir le portail, où on veut le fermer. Et on va se balader de lieu en lieu. On va avoir à la manière d'un unlock, on va avoir des cartes sous nos yeux. Et au lieu de simplement faire des choix, on va pouvoir observer et voir des nouveaux numéros. Mais chaque action nous prend du temps, premièrement. Et chaque action, si on les fait trop tôt dans la partie, se ferme définitivement et on ne pourra plus jamais y accéder. Et donc, voilà, c'est si vous connaissez Austerion de Adventures in Austerion, qui était un jeu hybride, jeu de société, jeu de rôle, vous pouvez approfondir cet univers-là avec ça, de la même manière que vous aviez pu le faire avec les brumes. Voilà, c'est assez surprenant, inattendu. Moi, je connaissais pas ça. On a Rémissionné qui nous dit: je suis fan de Guillaume Tavernier. Moi aussi. Mélodie Leblond qui dit: c'est beau. Moi, je connais pas du tout. C'est quelqu'un que j'ai envie de découvrir parce que là, ça fait quelques semaines que je découvre effectivement les jeux sur lesquels il travaille. J'avais déjà vu son nom passer évidemment, mais j'ai jamais eu l'occasion de le croiser en tout cas. Et vraiment, on est très sensible nous au côté humain. C'est quelqu'un que j'ai envie de rencontrer. Je te le présente la prochaine fois. Ah bah avec plaisir, vraiment. Terre d'Arles, alors ça je connais très bien parce que c'est un non, jeu. Non. On revient en arrière. Oui. Il y avait les âmes seules, mais moi je veux parler des veilleurs et je veux faire une grosse pause sur les veilleurs. Ah d'accord, ok. Parce que ça... je pensais que tu avais fait le tour, mais je t'écoute. Non, mais il n'y a pas de problème. En fait, ça reprend exactement le même format. Alors, j'ai déjà parlé des veilleurs. Les âmes seules, ça reprend exactement le même format. Un livre, des cartes de jeu et des maps. Mais c'est pas du tout le même gameplay. On n'est plus dans un livre dont vous êtes les héros et on est dans la meilleure enquête que je n'ai jamais fait. Oui. Vraiment. Alors déjà, vous êtes dans un livre et je trouve que pour un jeu d'enquête, on retrouve les sensations de Sherlock Holmes Détective Conseil on se pose dans un canapé, quelqu'un choisit de le lire, quelqu'un choisit d'y mettre le ton. Et c'est ce jeu-là dont tu parlais, je te voyais parler sur les réseaux sociaux de manière très mystérieuse en disant: oh là là, le meilleur jeu d'enquête que j'ai jamais vu. Et je savais pas duquel tu parlais. Eh ben, c'est de celui-là dont je parlais. Vraiment, l'univers, la richesse d'écriture. En fait, souvent, tu te rends compte quand tu as joué à ce truc-là que les jeux d'écriture sont incroyables peut-être mécaniquement. On doit se cacher derrière un tableur Excel, on nous enlève des pistes et on nous crée un cheminement simple ou double pour arriver au résultat. Ici, c'est l'histoire qui est plus présente que tout et qui, des fois, te ronge tellement, elle est sombre, elle est dark. Et à un moment donné, j'ai fermé le livre, j'ai eu un relent de nausée tellement c'était... Ah oui. Je m'attendais pas à ça. Donc, on va dire, c'est mature. On est au début du siècle dans le Haut-Doubs, dans une région un peu dévorée par les différents éléments, la commune, etc. Et, je connais bien le Haut-Doubs. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Et tu viens enquêter dans cette région-ci pour la tombe de la fille d'un homme politique qui vient d'être Ah, c'est quoi le vocabulaire? Quand on détruit une tombe, on profane. La tombe vient d'être profanée. Et la première fois où tu découvres la scène de crime, tenez-vous bien, tu comprends que tu vas avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas très net. Et personne n'est net dans ce village-là. Tu vas au bar la nuit, tout le monde est coupable. Il y a personne qui vient. T'as vraiment l'impression. Très étonnant. Pourtant, dans le Haut-Doubs, tout le monde est tellement charmant. Moi qui connais bien la région, je suis surpris. Et voilà, il y a un petit peu. Alors, pourquoi c'est à la fois un livre et pourquoi il y a des cartes? En fait, les cartes vont nous servir de support pour se rappeler les choses qu'on peut faire, les pistes qu'on a réussi à gagner. Et faites-le.
Faites-le si je sais qu'il y a si Pénélope elle est encore dans le chat. Oui, elle est à fond là. On parle là. souvent des jeux narratifs où la qualité d'écriture est pas très bonne. Là, c'est complètement le contraire. Même à la fin, je me suis rendu compte que je ne venais pas de terminer un jeu d'enquête, mais que je venais simplement de terminer un livre que j'avais partagé avec mon conjoint. Ah bah écoute, là tu nous as tous créé des envies et Pénélope a ce commentaire, je le veux. Je pense que voilà, la liste de Noël s'allonge et on enchaîne justement avec Terre d'Arles. Je vous l'avais montré juste avant. Terre d'Arles, c'est un jeu que vous connaissiez peut-être déjà, un classique de Uwe Rosenberg qui sort chez Super Meeple, qui ressort donc parce qu'il a déjà eu des versions auparavant, mais il sort avec son extension. Voilà, son extension. Alors, c'est étrange, c'est un jeu de Uwe Rosenberg, donc on pourra en parler, mais ça fait partie de ces auteurs-là qui réutilisent un petit peu les mêmes mécaniques quand même d'un jeu à l'autre. Un jeu très très riche, mais si vous regardez la fiche produit, vous allez être très surpris de Terre d'Arles. C'est un jeu qui ne se joue que de 1 à 2. Et la première chose que permet l'extension, en dehors de rajouter la notion de T, puisque elle permet de pouvoir jouer jusqu'à 3. Donc le jeu de base ne se joue que jusqu'à 2 et reprend tout plein de choses. Ça se passe en Frise orientale, qui est la région natale du père d'Uwe Rosenberg, dans lequel vous allez faire du placement d'ouvriers, grimper sur différentes pistes avec différentes ressources. Je regarde parce que je l'ai à côté de moi en général. C'est les jeux de Rosenberg, je les garde très près de moi ici. Là on n'est pas au chalet dans ce format de live, on est chez moi directement. Et ça, c'est mes jeux de cœur. Des jeux qui, effectivement, tu le dis, hein, ça reprend des mécaniques que l'on connaît, qu'on retrouve dans les différents jeux, mais qui perfectionnent à chaque fois. Les experts, les habitués de ce genre de jeu sont très sensibles à ces petites différences. Et quand il a, par exemple, rajouté la roue de ressources, c'est une petite différence qui a joué beaucoup. Ça change pas grand-chose en réflexion, mais c'est des choses qui vont parler aux spécialistes de ce type de jeu. Je vous mets quelques tuiles de Terre d'Arles. Rien qu'en voyant les tuiles, on voit le plateau tout en longueur. Voilà, on voit le type de jeu dont il s'agit. Je crois qu'on a fait le tour sur les jeux du 24 novembre, pardon. On a fait le tour et on arrive tranquillement sur la fin de notre émission. On en a terminé avec le mois de novembre. Tu voulais quand même, juste avant de se quitter, nous parler d'un jeu de décembre. Oui, parce qu'il n'y a qu'une sortie au 1er décembre et je me suis dit, le mois de novembre était entamé. On en veut pour notre argent. Là, on vous a vidé votre compte, mais quand même, gardez-en un tout petit peu. Il reste un petit jeu dont on va vous parler qui s'appelle Kintsugi. C'est un jeu qui est signé par Patrick Roland. C'est publié par Paladis Games. C'est ça, c'est une localisation d'un jeu qui s'appelle Broken and Beautiful. Et Kintsugi, c'est quoi ? C'est un art japonais, je ne sais pas si tu connais, où ils sont sensibles au fait que quand une vaisselle est brisée, elle ne doit pas être jetée. Au contraire, elle va être réparée en mettant de la laque qui, en séchant, colle. Et sur cette laque, pendant qu'elle sèche, on va mettre de la poudre d'or. Donc ça fait, on appelle ça les coutures d'or, ça fait de la vaisselle qui devient de nouveau utilisable. Et qui est considérée comme sublimée, encore plus belle que la vaisselle originale. Quand je cherchais, parce que je suis comme ça, quand un jeu va sortir et que je le prépare, j'ai regardé des reportages sur le kintsugi. Une réparation d'une simple assiette en kintsugi par un maître artisan, ça peut valoir 300 balles. C'est complètement fou, c'est quelque chose de... Voilà, c'est un art, c'est plutôt un artisanat aussi. Et vous voyez que les jeux sont pas chers, hein, parce que le jeu, lui, il coûte pas 300 balles. Là, c'est 20 € indiqué, donc vous pouvez l'avoir pour pas très cher. Kintsugi, c'est un jeu de collection dans lequel on va essayer de ramasser des éléments de céramique. Et sur les cartes, vous voyez, quand elles sont grises, elles sont basiques. Et comme dans un jeu de collection, chaque élément de céramique va avoir sa manière de marquer des points. La tasse, elle vaut qu'un point. Les assiettes, tu vas les mettre par 6. Vous avez joué à Sushigo, vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre ça. Mais dans ce jeu de collection, comment on va ramasser les cartes avec un système de draft. On va mettre autant de cartes qu'il y a de joueurs, x2 plus 1, et on va les ramasser en mode, hop, une fois dans le sens horaire, une fois dans le sens anti-horaire. Et en gros, il va rester
Combien il reste de cartes au centre de la table pour si tu m'écoutais? Il en reste une. Mais en fait, il en reste 2. J'ai même pas eu le temps de répondre, maîtresse. Il en reste 2. Il reste celles que les joueurs n'ont pas sélectionnées, celles au sommet de la pioche. C'est les éléments de céramique que les joueurs doivent briser s'ils en ont. Si tu avais, il reste une assiette et un vase, tous les joueurs doivent briser en tapant leur carte à 90 degrés, leur assiette et leur vase. Elles ne valent plus rien. Heureusement, quand vous avez sélectionné vos cartes, vous allez pouvoir sélectionner des cartes d'or, où vous allez pouvoir choisir de défausser vos cartes pour qu'elles vous rapportent de l'or, et vous allez pouvoir, une fois par tour, réparer votre vaisselle, la retourner pour la mettre sur sa face blanche, et ainsi elle gagne ses coutures d'or, ses points d'honneur, et son score va être modifié. Donc en général, elle va rapporter beaucoup plus de points. Eh bien voilà, c'est le dernier jeu dont on vous parle ce matin, Kintsugi. Ça sort donc début décembre. On a fait le tour. Alors, on n'a pas forcément parlé de tous les jeux dans le détail, parce qu'il y en a parfois d'autres qui vont sortir également, mais on a fait un tour rapide, en tout cas, de ces différents jeux, et je vois dans les commentaires que vous avez rempli votre liste. Vous êtes quelques-uns. On a notamment le Tineroun qui nous dit « Chouette, on va pouvoir dormir sous les ponts ». Ce à quoi répond Spec35 en disant « Si tu te débrouilles bien pour faire une commande groupée, tu devrais avoir un carton assez grand pour t'éviter la pluie. Tout est prévu. » On pense à vous, en fait. C'est vraiment l'émission dans laquelle on vous crée des envies, mais on pense aussi au confort que vous allez avoir avec ce grand carton pour récupérer tous les jeux. Mais n'attendez pas le 1er décembre pour les acheter. Achetez-les au fur et à mesure, évidemment. Donc c'est les jeux qui arrivent en boutique. Tout cela, de toute façon, ils seront tous disponibles dans vos boutiques. Il va y avoir de quoi faire. Merci beaucoup, Rachel. Mais de rien. Pour cette merci présentation. à toi de m'avoir invité. On vous donne rendez-vous, nous, évidemment, pour plein de nouveaux formats sur notre chaîne YouTube, ou alors la semaine prochaine sur la chaîne Twitch. Je fais une annonce pour la chaîne Twitch. D'ailleurs, nous avons lundi, nous serons avec Cathy Signard du groupement des boutiques ludiques, à qui j'ai proposé, parce que je trouvais super de pouvoir discuter avec elle de comment fonctionnent toutes ces boutiques qui ont accès à tous ces jeux qu'on vous présente régulièrement, comment elles font pour gérer ce flux, surtout dans cette période qui est très riche. Je lui ai dit, si tu veux, on fait une visio. Elle m'a dit non, je viens. Donc elle vient au chalet. Donc voilà, super émission lundi. On vous donne rendez-vous, ne la loupez pas, ça sera lundi à partir de 8h. Et en attendant, on vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt. Bye.